Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de voir que même s'il fait beau, vous êtes encore nombreux. Donc aujourd'hui, ça va être le dernier cours de cette année et on va aborder tout ce qui peut se passer au-delà de la génétique. C'est-à-dire, on n'est pas ni qu'une boîte à gènes, où les gènes vont déterminer qui nous sommes, ni une boîte exposée à l'environnement. Aujourd'hui, on va voir comment et les gènes et l'environnement peuvent interagir. Donc, la semaine dernière, nous avons vu comment est organisée l'architecture génétique des traits polygéniques, comment on peut l'étudier. On a parlé des études d'association pangénomique, les GWAS, et on a vu comme tout cela nous a permis de comprendre que certaines maladies complexes, diabète de type 2, schizophrénie, autisme ou autisme en pluriel, comme vous avez vu avec Thomas Bourgeron, comment toutes ces maladies dites complexes sont le résultat de l'action additive des centaines, voire des milliers de gènes, chacun apportant une minuscule contribution à la maladie, mais d'une façon additive, altérant, modulant, augmentant ou diminuant le risque de ces maladies. Nous avons également vu que toute cette information qu'on peut obtenir avec les GWAS, on peut l'utiliser pour construire des scores polygéniques qui vont prédire, à niveau de la population, dépendant de votre architecture génétique, si vous êtes plus à risque du diabète de type 2 ou moins à risque du diabète de type 2. Mais aujourd'hui, on va encore complexifier un peu les choses et on va aborder les questions suivantes. Pourquoi, à génétique égale, certains individus développent la maladie et d'autres ne la développent pas? Comment notre environnement, déjà, peut influencer nos différents risques de développer une maladie? Et enfin, comment la génétique et l'environnement interagissent entre eux pour façonner notre santé. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, les études d'association de type GWAS nous ont permis d'identifier les variants génétiques associés à des traits ou des maladies. Cependant, la plupart de ces traits, l'estimation de l'héritabilité, basée sur les juments, est beaucoup plus élevée que l'estimation de l'héritabilité estimée que par les variants génétiques de type SNP. Ça, on l'a vu lors du premier cours, et je vous le rappelle un peu à chaque fois parce que c'est un concept important. On sait aujourd'hui qu'en général, l'héritabilité au sens large, qu'on appelle, c'est-à-dire celle qui inclut tout, est basée sur l'étude des juments, est plus élevée que l'héritabilité au sens étroit que celle expliquée par les SNP. Par exemple, dans le cas de l'asthme, l'héritabilité au sens large peut aller de 50 à 90%, mais quand on la calcule que sur la base des SNP, elle va de 9 à 33%. Alors, cette portion de l'héritabilité qu'on ne sait pas expliquer, ça peut être dû à d'autres facteurs. D'autres facteurs qui peuvent être d'autres types de variants génétiques non SNP, comme des variants rares ou des variants structurels, que vous verrez comment tous ces autres types de variabilité du génome aussi influencent des maladies avec Alexandre Raymond. Toujours ceux qui peuvent rester, je vous encourage à le faire parce que c'est super. Mais une partie de cette héritabilité manquante peut être due aussi aux interactions entre les gènes et l'environnement. Alors, les avancées en statistique, en bioinformatique, ainsi que la disponibilité croissante
des grandes bases de données génomiques, comme on a vu aussi, combinées à l'information détaillée des phénotypes de chaque individu, c'est-à-dire leur état de santé, leur état clinique, des mesures physiologiques, des mesures de vaccination passée, infection qu'il a eue, tout ça offre des opportunités uniques pour explorer comment les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux interagissent, ils peuvent être à l'origine de certaines maladies. Par exemple, certaines maladies auto-immunes, telles que les scléroses en plaques et le lupus, peuvent être influencées par l'interaction entre les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux, comme les infections virales ou l'exposition à certains produits chimiques. De même, des affections telles que l'asthme ou certains cancers, comme la leucémie ou le cancer de sein, ou certains cancers de sein, peuvent résulter de cette interaction complexe entre génétique et environnement, environnement dans ces cas pouvant être le tabagisme, l'alimentation ou l'exposition à certaines toxines. Alors, pour comprendre comment nos gènes interagissent avec l'environnement et comment ces interactions influencent notre risque de maladie, il est déjà essentiel de définir ce qu'on entend par interaction gène-environnement et d'examiner d'abord les deux termes de cette équation, la composante génétique et la composante environnementale. La composante génétique, on l'a largement vu, parce que c'est à la base des 4 précédents cours, donc je ne vais pas m'y attarder du tout, juste vous rappeler que la composante génétique des traits aux maladies complexes, d'une façon extrêmement schématique, comme on a vu ensemble, peut être due à des maladies monogéniques, c'est-à-dire que sont causées, et je dis bien causées, par un seul gène, comme le gène de mutation dans le gène CFTR à la base de la mucoviscidose. On a vu que ce n'est pas si simple, que même des maladies emblématiques de maladies monogéniques peuvent être modifiées, leur sévérité clinique peut être altérée par ce qu'on appelle des gènes modificateurs. Et on a vu aussi qu'on a de nombreux cas de pénétrance incomplète, c'est-à-dire vous avez une mutation que, en théorie, elle est associée à une maladie, mais pas tous les individus porteurs de cette mutation vont développer la maladie. Par exemple, seulement de 10 à 30% des personnes porteuses de mutations dans un gène qui s'appelle C2 développent une forme de lupus érythémateux. Donc ça, on parle de pénétrance incomplète. Et les choses deviennent encore plus compliquées, comme vous travaillez sur des maladies complexes ou polygéniques, parce que là, vous avez un grand nombre de mutations que c'est important, comme je dis, ici, dans les maladies monogéniques, vous avez une mutation dans un gène qui cause la maladie. Tandis que je ne vais jamais utiliser le verbe causer dans le cas de maladies polygéniques, parce que là, je veux dire, vous avez beaucoup de gènes, dont chacun va avoir un impact faible sur la maladie, mais ensemble vont altérer le risque de la maladie. Et je dis bien risque, je ne dis pas qu'ils causent la maladie. Donc, voyons maintenant, tout ça, on l'a largement vu au cours des 4 dernières semaines. Mais voyons maintenant, avant de voir comment les gènes et l'environnement interagissent, vous allez voir cet acronyme souvent, GE, ça veut dire interaction gène-environnement, et sont à l'origine du risque accru de certaines maladies, examinons maintenant comment l'environnement peut aussi affecter nos maladies. Parfois, on a des exemples très évidents des facteurs environnementaux qui, indépendamment de la génétique, vont affecter notre santé, comme par exemple
tabagisme et cancer du poumon, ou exposition au soleil démesurée et cancer de la peau. Donc, explorons maintenant quels sont ces facteurs environnementaux qui affectent notre santé plus en détail. Chacun de nous continue à être exposé à un environnement particulier. C'est ce qui constitue notre exposome. On parle du génome, on parle du transcriptome, quand on veut parler de l'expression génique, et là, on parle de l'exposome. Ce concept désigne l'ensemble d'expositions à des facteurs environnementaux subis par l'organisme, depuis la conception jusqu'à la fin de la vie, y compris le développement in utero. Ces expositions peuvent moduler, comme nous le verrons plus tard, l'effet du génome et donc la génétique sur nos phénotypes, maladies ou traits. Qu'il s'agisse donc de traits simples comme la taille ou le poids, ou des maladies telles que le cancer colorectal. Le terme exposome a été introduit en 2005 par Christopher Wilde, alors directeur de l'Agence internationale de recherche contre le cancer. Ce concept a été d'abord proposé pour, quelque part, faire appel au génome, à l'étude du génome humain, en reconnaissant les limites de la recherche génétique dans l'explication de l'étiologie des maladies. Donc, l'exposome englobe des facteurs liés au mode de vie, des facteurs physiques, des facteurs liés aux écosystèmes dans lesquels on habite, des facteurs sociaux et psychosociaux et des facteurs chimiques. Aussi, il englobe d'autres facteurs, disons des paramètres démographiques qui peuvent aussi affecter notre santé, comme l'âge et comme le sexe, dont je ne veux pas parler aujourd'hui. Parmi les facteurs liés au mode de vie, l'alimentation évidemment joue un rôle central. Une alimentation riche en sucre et en aliments ultra transformés, combiné à un manque d'activité physique, augmente le risque d'obésité, de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires, sans devoir faire appel à la génétique. Ces habitudes influencent également le microbiote intestinal, avec des répercussions potentielles sur nos niveaux d'inflammation et donc santé métabolique. De même, évidemment, le tabagisme et la consommation excessive d'alcool sont directement liés à des maladies telles que le cancer du poumon et la cirrhose hépatique. Par rapport aux facteurs physiques, la température ambiante, déjà, peuvent impacter la santé. Des températures élevées augmentent le risque de maladies cardiovasculaires et respiratoires, notamment lors des vagues de chaleur. De même, l'exposition excessive au bruit a des effets, comme en ville par exemple, a des effets néfastes non seulement sur l'audition, mais aussi sur la qualité du sommeil, le stress, voire la dépression. Facteurs écosystémiques jouent un rôle clé dans la santé humaine. Par exemple, l'environnement, qu'il soit rural ou urbain, influence notre exposition à certains pathogènes et ça peut altérer aussi la prévalence de certaines allergies. Les changements climatiques, hyper importants, modifient aussi la dynamique des maladies infectieuses. L'augmentation de la température, l'augmentation des précipitations et donc l'humidité vont altérer l'écosystème où certains moustiques vecteurs de maladies infectieuses, Zika, le virus de la dengue, le paludisme, du coup, ces maladies vont augmenter le risque d'épidémie dans des régions auparavant peu touchées. De même, l'exposition à
agents chimiques tels que les perturbateurs endocriniens ou les pesticides a des effets avérés sur la santé, notamment une diminution de la fertilité et une augmentation du risque de certains cancers. La pollution atmosphérique, en particulier l'inhalation des particules fines et des métaux lourds, est également liée à un risque accru des maladies respiratoires et cardiovasculaires. Enfin, les facteurs sociaux et psychosociaux jouent aussi un rôle déterminant dans la santé. Des conditions économiques défavorables, des expériences de discrimination et des inégalités influencent évidemment le bien-être physique et mental. Par exemple, un statut socio-économique défavorisé est souvent associé à une alimentation de moindre qualité, un accès limité aux soins et une exposition accrue au stress chronique, ce qui peut entraîner, notamment le stress chronique, des altérations directement physiologiques et augmenter le risque de certaines maladies inflammatoires et évidemment augmenter le risque de maladies psychiatriques. Et on le verra avec des exemples concrets. Comment tous ces facteurs influencent in fine le phénotype, c'est-à-dire notre risque de maladie, et c'est quelque chose qu'on va voir dans les cours des prochaines années. Les voies moléculaires reliant ces facteurs à l'apparition de maladies sont diverses et peuvent influencer la régulation de l'expression génique, altérer des facteurs épigénétiques comme les histones, la méthylation de l'ADN, ou aussi altérer l'action des ARN non codants. Les facteurs environnementaux peuvent également affecter la structure et la fonction des protéines, ainsi que la composition métabolique de l'organisme. Ces altérations, souvent très dynamiques, par dynamique je veux dire qu'ils changent au cours de notre vie, reflètent l'accumulation des expositions environnementales au cours de la vie et sont corrélées à de nombreuses maladies, y compris, même si ce n'est pas une maladie, le vieillissement. Donc comprendre comment les facteurs environnementaux ainsi que la génétique affectent tous ces phénotypes moléculaires pour, in fine, altérer notre aspect physique ou nos maladies, c'est des sujets qu'on verra les prochaines années. Donc maintenant que nous avons examiné la composante génétique et la composante environnementale, plongeons-nous directement sur comment la génétique interagit avec l'environnement pour après conduire à une maladie. Les interactions gène-environnement, GE, désignent le phénomène par lequel l'effet d'un variant génétique et l'environnement influencent conjointement entre une maladie. Donc, contrairement à une vision déterministe où la génétique agirait seule, ces interactions montrent que l'expression de nos gènes dépend d'un contexte dynamique, influencé par le mode de vie, l'alimentation, l'exposition aux polluants ou encore l'état psychologique et la génétique. Ici, vous pouvez voir l'exemple de comment 5 variants génétiques vont influencer l'environnement, ici, dépendant de l'environnement. Vous avez même 7 variants génétiques ici, que le même variant génétique va influencer, comme vous pouvez voir ici, différemment l'environnement, dépendant de l'environnement auquel cette variante génétique a été exposée. Nous pouvons illustrer cette relation de manière différente. Sur ce graphique ici, vous voyez sur les abscisses correspondent au génotype et l'axe des coordonnées représente le phénotype. À gauche, nous constatons que le génotype, que vous soyez petit a, grand hétérozygote ou homozygote, grand A, va influencer le phénotype, mais d'une façon indépendante de l'environnement.
l'environnement étant ces trois couleurs-là. Donc ici, on n'a pas d'interaction. L'environnement influence le phénotype, parce que vous voyez que l'environnement jaune est plus haut, orange plus bas et bleu plus bas encore. La génétique influence aussi le phénotype, mais il n'y a pas d'interaction entre eux. En revanche, ici, vous voyez qu'il y a une vraie interaction gène-environnement. Le phénotype, la génétique, le génotype, va influencer le phénotype d'une façon très modérée, comme vous voyez avec la ligne bleue, quand ces individus sont exposés à l'environnement bleu. En revanche, quand les mêmes individus sont exposés à l'environnement jaune, la même génétique aura un impact sur le phénotype différent. Là, c'est un clair exemple d'interaction gène-environnement. L'effet de la génétique, de la même génétique, ne sera pas le même si vous changez l'environnement. Mais les interactions gène-environnement, maintenant qu'on a compris ce que c'est l'interaction gène-environnement, peuvent se manifester de plusieurs manières. Dans le premier cas, donc ici, le génotype amplifie l'effet de l'exposition environnementale sur le phénotype. Par exemple, une personne porteuse d'un variant génétique associé à un risque accru de développer le diabète de type 2 ne développera la maladie que si elle est exposée à des facteurs environnementaux défavorables, comme une alimentation riche en sucre. À l'inverse, une personne ayant un mode de vie sain pourrait compenser cette prédisposition génétique et ne jamais déclarer la maladie. Donc, vous voyez comment les deux choses interagissent. Dans ce deuxième cas, c'est un peu l'inverse. Là, l'environnement ne produit pas les mêmes effets chez tout le monde. Deux personnes exposées au tabac. Donc là, c'est environnement constant. Ici, on changeait l'environnement. Beaucoup de sucre ou pas de sucre. Ici, c'est le même environnement. Deux personnes exposées au tabac n'ont pas le même risque de développer le cancer du poumon, car certains variants génétiques vont altérer la sensibilité de ces individus aux substances toxiques présentes dans la cigarette. Donc, dans ce cas, le facteur environnemental peut renforcer l'effet d'un variant génétique, tout en restant sans impact chez les individus ne possédant pas le génotype de risque. Mais ces interactions gène-environnement peuvent être plus complexes. Dans le troisième modèle, ici, l'environnement peut amplifier l'effet de la génétique ou au contraire en atténuer l'impact. Dans ce cas-là, un variant génétique associé aux maladies cardiovasculaires, par exemple, pourrait ne représenter un danger que chez les individus ayant une alimentation riche en gras saturé. Dans ce cas, l'augmentation du risque nécessite à la fois la génétique, donc la présence de la mutation de risque, et l'exposition environnementale. Donc certains chercheurs estiment que la vraie définition stricte d'interaction gène-environnement ne s'appliquerait qu'à ces cas-là. Enfin, un dernier modèle ici suggère que le génotype et l'environnement peuvent chacun influencer le risque indépendamment. Donc, pas d'interaction entre eux, mais une mutation va augmenter le risque d'une maladie et l'environnement aussi d'une façon indépendante. Donc, les effets des interactions gène-environnement sur un phénotype peuvent être modélisés en considérant deux génotypes. Ici, on va les appeler G0 et G1, donc deux mutations,
et deux environnements, E0 et E1. Donc, l'environnement sont en couleurs différentes. Dans le premier scénario, comme vous pouvez voir, aussi bien le génotype que l'environnement influencent le phénotype, mais il n'existe pas d'interaction entre eux. Après, lorsqu'une interaction gène-environnement est présente, elle peut se manifester d'une manière additive, comme vous pouvez voir ici, ou multiplicative. Dans le deuxième scénario, donc, l'interaction additive, c'est-à-dire l'effet d'un facteur varie en fonction de l'autre. Autrement dit, certains individus ont un risque accru de maladie en raison de leur profil génétique. Vous voyez que ça influence, mais cela peut être amplifié par l'environnement. Donc, le génotype augmente le risque, mais si en plus vous ajoutez l'environnement rouge, ça l'augmente un peu plus. L'interaction multiplicative, c'est l'effet combiné des deux facteurs de risque diffère de la simple somme de leurs effets individuels. Et enfin, bien que beaucoup plus rare, ce modèle montre le cas où un même variant génétique peut avoir des effets opposés selon les conditions environnementales. Par exemple, ici on voit que dans un environnement rouge, le génotype G1 augmente le risque de la maladie. Mais la même mutation, avec un autre environnement, bleu ici, diminue le risque de maladie. Voyons maintenant qu'on a vu un peu d'éléments théoriques pour comprendre les interactions gène-environnement, voyons quelques exemples concrets. Un des premiers exemples bien documentés, qu'on a rapidement vu, mais on ne s'y est pas attardé, des interactions gène-environnement est la phénylcétonurie. Phénylcétonurie, dont nous avons parlé il y a quelques semaines. Je vous rappelle que la phénylcétonurie est une condition causée par des mutations dans un gène codant un enzyme spécifique du foie. Et les conséquences phénotypiques de ces mutations ici, c'est les conséquences phénotypiques de ces mutations ne se manifestent que lorsqu'il y a une exposition à un régime riche en phénylalanine, comme les produits d'origine animale. En l'absence de cette enzyme, ici, il y a une accumulation, parce que ça, dans le cas normal, l'enzyme va métaboliser la phénylalanine, ici en tyrosine. Tandis qu'en absence de cette enzyme, il y a une accumulation de phénylalanine dans le sang et dans les tissus, ce qui perturbe le développement cérébral et provoque un retard mental et d'autres problèmes graves. Cependant, et ça on l'a vu rapidement lors du premier cours, grâce au dépistage systématique depuis les années 60 des nouveau-nés, ceux ou celles qui présentent des taux élevés de phénylalanine dans leur sang sont immédiatement mis sur un régime alimentaire spécial sans phénylalanine, ce qui évite les effets graves de la phénylcétonurie. Donc cet exemple, c'est juste pour vous montrer comment un changement dans l'environnement, en l'occurrence c'est le régime alimentaire, peut influencer les conséquences de la génétique sur un phénotype, illustrant ainsi une claire interaction gène-environnement. L'asthme est une condition qui a été particulièrement bien étudiée dans le cadre des interactions gène-environnement, car certains variants génétiques interagissent avec l'exposition aux allergènes ou à la pollution, modulant ainsi la sévérité de la maladie. Prenons l'exemple
du gène GST-M1 ici, que ce gène est impliqué est un enzyme de détoxification. Il y a plusieurs mutations dans ce gène, présentes dans la population générale, c'est-à-dire nous tous, qui inactivent l'activité de ce gène. Or, des études ont montré que chez les individus qui possèdent une activité fonctionnelle des enzymes de détoxification générale GST, donc ceux-là, ici, ce n'est pas de pollution et pollution. Les individus qui ont un GST fonctionnel, quand ils sont exposés à plus de pollution atmosphérique, le risque d'asthme augmente, mais d'une façon modérée. En revanche, les mêmes individus, mais qui ont des mutations dans les enzymes GST, donc qui n'ont pas un GST actif, quand ils ne sont pas exposés à la pollution, ils n'ont pas d'asthme. Mais quand ils sont exposés à la pollution, le risque d'asthme part dans tous les sens, comme vous pouvez voir ici. Ça, c'est un exemple clair de comment votre génétique va interagir avec votre environnement et va différemment augmenter le risque d'une maladie, ici le cas de l'asthme. Les maladies infectieuses offrent des exemples presque hyper évidents d'interaction gène-environnement, car la présence d'un pathogène, virus, bactéries, parasites, est nécessaire pour que la maladie se développe, faisant de l'environnement un facteur direct. Par exemple, la délétion de 32 paires de bases dans le gène CCR5 protège, en tout cas, confère une protection élevée contre l'infection par HIV. Mais l'activité, c'est-à-dire les effets de cette mutation, ne se manifestent que si les individus sont exposés à HIV. Encore une fois, de même, certaines mutations dans la voie des interférons, donc des molécules antivirales, sont associées à des formes très graves de COVID-19, mais évidemment, même si vous portez ces mutations, mais si vous n'êtes pas exposé au SARS-CoV-2, vous ne développez pas la maladie. De même, pour la mutation dite mutation drépanocytaire, dont la mutation S dans le gène de l'hémoglobine, cette mutation protège à l'état hétérozygote contre le paludisme. Donc, voici des exemples d'interaction gène-environnement. Bien que les maladies infectieuses donc montrent clairement comment des facteurs génétiques et environnementaux interagissent, elles ne constituent pas un exemple parfait si l'on adopte la définition stricte d'interaction gène-environnement, qui implique des effets non linéaires où l'effet des gènes change complètement en fonction de l'environnement. D'autres exemples pourraient être considérés plus des interactions gène-environnement strictes. Par exemple, des mutations dans certains enzymes de détoxification augmentent le risque de cancer de poumon, mais l'effet de ces variantes de risque est amplifié par le tabagisme. De même, des variantes génétiques dans le gène FTO influencent la manière dont l'organisme stocke des graisses, donc augmente le risque d'obésité. On l'a vu avec Amélie Bonfons le deuxième jour. Mais évidemment, comme je vous l'ai déjà répété, même si vous avez ces mutations de risque d'obésité, si vous suivez un régime hypocalorique, vous n'allez pas devenir obèse. Donc ça, c'est un super exemple d'interaction gène-environnement où le facteur environnemental, le régime alimentaire, amplifie l'effet du risque
génétique. Les troubles de santé mentale illustrent très bien les interactions entre facteurs génétiques et environnementaux, notamment lorsqu'ils se combinent. Par exemple, des facteurs génétiques de risque pour la dépression ont été identifiés, tandis que les facteurs environnementaux, le stress, des traumatismes pendant l'enfance ou l'âge adulte, peuvent déclencher ou aggraver le trouble. Ainsi, la génétique augmente le risque de dépression, par exemple, mais ce sont les facteurs environnementaux qui en déclenchent ou aggravent l'expression. Comment on peut étudier les interactions gènes-environnement? Historiquement, les études de jumeaux et familiales ont été essentielles pour comprendre les interactions gènes-environnement. On a vu rapidement lors du premier cours, mais pas appliqué au gène-environnement. Mais je vous rappelle les études de jumeaux. Les jumeaux monozygotes, parfois on dit des jumeaux identiques, partagent presque 100% de leur matériel génétique, tandis que les dizygotes en partagent environ 50%, en gros comme les frères et sœurs classiques. Donc en comparant, c'est ça que c'est intéressant, le taux de concordance d'un phénotype entre jumeaux monozygotes et jumeaux dizygotes, c'est quoi la concordance? C'est la probabilité que les deux types de jumeaux développent la même maladie. Donc, en faisant cette étude, on peut estimer l'impact relatif de la génétique et de l'environnement. Comment? Prenons le cas de l'asthme. Si l'asthme est plus fréquente chez les jumeaux monozygotes que chez les jumeaux dizygotes, cela suggère une composante génétique importante, parce que les monozygotes présentent entre plus d'asthme que les dizygotes. En revanche, si la concordance est similaire entre les deux types de jumeaux, ça veut dire que l'environnement, comme l'exposition aux pathogènes, aux allergènes, joue un rôle majeur. De plus, les différences dans la manifestation des maladies entre des jumeaux identiques, mais élevés dans des environnements différents, ça c'est rare, mais ça peut arriver, soulignent l'impact des facteurs environnementaux, comme c'est l'exposition au tabac, qui peut augmenter significativement le risque de cancer de poumon, malgré le risque génétique similaire partagé par les jumeaux monozygotes. Donc, même génétique, parce que ce sont des jumeaux monozygotes, mais exposés à différents environnements. Une autre façon d'étudier ça sont les études d'adoption, qui permettent très bien de séparer les effets génétiques des effets environnementaux en comparant la prévalence d'une maladie chez les enfants adoptés et leurs parents biologiques et les parents adoptifs. Par exemple, si un enfant adopté développe l'asthme à un taux similaire à celui des parents biologiques, cela indique évidemment l'importance des facteurs génétiques. Tandis que si l'enfant adopté développe des taux d'asthme semblants plutôt aux parents adoptifs, ça montre un rôle fort de l'environnement. Cependant, comme vous pouvez imaginer, trouver ce genre de situation, des jumeaux identiques, des jumeaux non identiques, des jumeaux identiques mais qui ont vécu dans des familles séparées, des enfants adoptés qu'ils connaissent, les parents biologiques et les enfants évidemment, et les parents adoptifs, c'est extrêmement difficile, surtout avoir beaucoup de cas, que je vous rappelle qu'on a besoin de tailles des échantillons extrêmement élevées pour avoir une puissance statistique. C'est rare, ça existe, il y a des gens qui ont passé 30 ans de leur vie en essayant d'échantillonner des cas comme ça, mais malgré tout c'est difficile d'arriver, ça a amené des découvertes extrêmement importantes. Toutefois, c'est difficile, c'est pour ça que là, on peut faire appel
pour obtenir un grand nombre d'individus à les grandes biobanques dont on a déjà parlé, dont on peut avoir des milliers, des centaines de milliers d'individus pour lesquels on dispose et leur génétique et leur phénotype d'une façon détaillée, y compris dans certains biobanques comme la UK Biobank, que là, on a des expositions, des données sur les expositions environnementales très détaillées et comment celle-ci peut influencer le risque de l'asthme ou le diabète. Et intéressant aussi, le programme All of Us des États-Unis, dont je vous avais parlé, que ça vise, c'est en cours encore, c'est 1 million d'Américains, mais il met un accent très fort sur la diversité ethnique et la diversité socio-économique. Donc c'est ça sa principale force aussi, aussi son approche longitudinale, c'est-à-dire va permettre de suivre l'évolution des interactions entre les gènes et l'environnement de ces individus au fil du temps. Donc l'objectif en général de ces programmes est, ainsi que d'autres que je n'ai pas le temps de décrire aujourd'hui, est de faciliter l'identification des interactions gène-environnement dans le cadre des maladies afin de mieux cibler les stratégies de prévention et d'intervention en santé publique. Alors, pour étudier les interactions gène-environnement dans des grandes cohortes, l'approche qu'on utilise, c'est de réaliser des études pangénomiques d'interaction, qu'on appelle GWAS, par analogie au GWAS dont on a parlé. GWAS, c'est Genome-Wide, donc pangénomique, Interaction Study. Donc, contrairement à GWAS, qui se concentre uniquement sur l'impact des variants génétiques dont l'effet sur entrée est indépendant de l'environnement, les GWAS visent à identifier comment les interactions entre génétique, SNP, et environnement influencent le phénotype étudié. Prenons l'exemple de l'indice de masse corporelle. Comme vous savez, couramment IMC, couramment utilisé comme indicateur de l'obésité. Dans un GWAS classique, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. On va voir, bon, évidemment, on a vu les plots, les Manhattan plots, qu'on a tous ces pics, et plus haut est le pic, plus significatif. Ici, je vous donne l'exemple d'une mutation juste. C'est simplement, dépendant du génotype, vous avez un BMI, un IMC, pardon, plus élevé. En gros, moins de 25, c'est un rapport taille-poids, l'IMC. Moins de 25, ça va. Entre 25 et 30, surpoids. Plus de 30, obésité. Donc vous voyez qu'ici, même si on reste dans la normalité, le génotype affecte l'IMC. Donc ça, c'est le cas d'un exemple classique de GWAS où, évidemment, je vous passe les détails des formules, mais ce qui est important, c'est qu'on essaye de détecter comment le SNP, c'est-à-dire la génétique, influence le phénotype, l'IMC, tout en tenant compte de plusieurs covariables qui peuvent aussi influencer le poids, comme l'âge, le sexe, la génétique de la cohorte que vous êtes en train d'étudier. PC, ça veut dire composant principal, on l'a vu la semaine dernière, hyper important, corriger les GWAS par la structure de la population pour éviter ce qu'on appelle une stratification de la population qui vous amène au syndrome des baguettes chinois, c'est-à-dire que vous allez identifier qu'il y a des différences, et vous avez donné l'exemple, je pense, j'ai oublié quel exemple, mais si vous comparez
si vous avez des cas et des contrôles et des témoins, tuberculose, on va dire, mais cas de tuberculose que vous comparez des témoins, mais vous n'avez pas bien fait l'échantillonnage, et dans le groupe de malades, il y a plus d'Européens, et dans les groupes de 100, il y a plus d'Asiatiques. Vous comparez, et vous allez trouver plein de mutations que vous allez dire, ah, c'est super, c'est une étude super réussie, parce que j'ai trouvé des mutations qui distinguent les tuberculeux des sains. Mais non, la seule chose que vous êtes en train de voir sont des mutations dont leurs fréquences sont différentes, parce qu'ici il y a plus d'Européens, et ici il y a plus d'Asiatiques. Donc, ça, il faut le corriger. Il y a aussi le régime tout seul, donc on influence le régime alimentaire tout seul, l'influence environnementale. Et après, on met toujours des variables de normalisation et d'erreur, peu importe. En revanche, dans un GWAS, le modèle statistique présente exactement les mêmes, merci, les mêmes termes que dans un GWAS, mais à différence de regarder comment la génétique tout court influence l'IMC, ici se concentre sur identifier comment l'interaction entre la génétique SNP et le régime alimentaire, par exemple ici, comment ça influence le phénotype, donc l'IMC. À titre d'exemple, j'ai laissé ici la ligne du GWAS, mais ce que vous pouvez voir ici, c'est que la même mutation n'a pas le même effet sur l'IMC comme vous êtes sur un régime hypocalorique, que comme vous êtes en bleu, que comme vous êtes sur un régime hypercalorique. Autrement dit, imaginez que vous avez cette mutation de risque. Cette mutation de risque va interagir avec que vous êtes à régime et vous allez rester mince. 23, c'est mince. En revanche, la même mutation de risque va interagir avec le régime plein d'hamburgers et de frites et de tiramisu après et 6 bières en même temps, et ça va faire que ça influence l'IMC. Vous êtes à 26, que ça va à 26. Moi, par exemple, je suis à 26, donc on n'est pas gros à 26. Alors, voyons un vrai exemple d'un GWAS dans le cadre de l'obésité. Donc, comme vous savez, l'obésité constitue un défi majeur de santé publique à l'échelle mondiale et est désormais reconnue comme une véritable épidémie. Certains pays, je regardais hier soir, mis à part l'exemple qu'on donne souvent, les États-Unis, je pense que c'est environ 44% de la population est obèse, mais aussi beaucoup d'autres pays. Le Mexique, c'est presque la même chose que les États-Unis. Pour ne pas penser à certains pays du Moyen-Orient, l'Égypte, la Jordanie, Dubaï, Arabie Saoudite, 40-50% de la population sont en obésité. Pour ne pas parler de certains petits États du Pacifique, Micronésie, Tuvalu, y compris, ce n'est pas un État, mais c'est une région, la Polynésie française, etc. Par exemple, je le sais parce que je travaille en Polynésie française, grâce à mes excellentissimes collaborateurs à Papeete, à l'Institut Louis Mallardet, 55% de la population en Polynésie française, quelle que soit l'île, quel que soit l'archipel, est en obésité. Et l'obésité est déjà l'IMC, que ce qui définit l'obésité, avec toutes les critiques que ça peut avoir, est déjà adapté là. Parce qu'ici, c'est plus de 30 obésité. En Polynésie, c'est plus de 32. Donc, a été déjà un peu adapté. C'est une longue histoire pour vous dire que c'est une vraie épidémie. Dans certains pays d'Afrique aussi, l'obésité commence à être un problème majeur de santé publique. Mais
l'estimation de l'héritabilité de l'IMC varie considérablement entre études. Les études familiales ou des juments montrent une héritabilité qui varie entre 40 et 80%, tandis que les études de l'héritabilité au sens étroit, c'est-à-dire celles basées que sur les SNP, est entre 20 et 30%. Donc, l'objectif de cette étude ici était d'estimer l'héritabilité de l'IMC en analysant 172 000 paires de frères et sœurs de différents types. C'est quand même une étude remarquable parce que c'est difficile à voir autant d'individus où c'est difficile certains groupes à voir parce qu'ils incluent des jumeaux, des frères et sœurs germains, ainsi que des demi-frères et demi-sœurs, certains élevés séparément et certains élevés conjointement. Donc vous voyez, c'est plein de combinaisons qui va super identité génétique, un peu moins d'identité génétique, mais changement d'environnement. Donc c'est plein de combinaisons qui nous permettent de discerner un peu tout ça. Ce qu'on voit, c'est que l'héritabilité de l'IMC en bleu, regardez que le bleu, est de 77% pour les juments monozygotes, 64%, donc ça diminue déjà, pour les juments dizygotes, tandis qu'elle diminue à 56% pour les frères et sœurs élevés séparément et à 44% pour les demi-frères et demi-sœurs élevés séparément. Ce qui manque, ces résultats, c'est une inflation systématique d'estimation de l'héritabilité de l'IMC dans les études classiques des juments, en raison, en tout cas en partie, des facteurs environnement partagés entre les juments, comme l'alimentation ou les habitudes de vie similaires, ce qui peut faussement augmenter l'estimation de l'héritabilité génétique. Autrement dit, si les juments, en général, ils ont une tendance à faire plus ou moins les mêmes choses, plus que des frères et sœurs non-juments, ça va, d'une façon artificielle, faire paraître dans les analyses que c'est la génétique qui est à la base de ça. Et donc, comme vous voyez, probablement la vraie héritabilité de l'IMC est environ de 40%. Ce que c'est intéressant, c'est que les mêmes études ont été faites sur la taille, et vous voyez que la taille présente une héritabilité élevée et que se maintient constante, quel que soit, en tout cas beaucoup plus constante que l'IMC, quel que soit le groupe de juments ou pas juments étudié, ce qui montre que l'influence de l'environnement est beaucoup plus importante sur le poids que sur la taille. Ensuite, ils ont analysé les interactions gène-environnement proprement dites. Donc, ils ont évalué d'abord l'influence de l'âge sur l'héritabilité de l'IMC. Autrement dit, est-ce que les mutations qui sont associées au fait d'être plus ou moins obèse, ils ont le même effet au cours de la vie? Et leur estimation indique que l'interaction génétique-âge explique 8% de la variabilité de l'IMC. Donc la réponse est oui. Oui, les mêmes mutations, des mutations associées à l'obésité, vont changer le risque d'obésité au cours du temps. Ils ont ensuite examiné la variabilité de l'IMC en fonction du mode de vie, notamment la nutrition et l'exercice physique. Dans un premier temps, c'est ce qu'ils ont fait ici, ils ont analysé 8 variables environnementales, comment ces 8 variables environnementales, consommation d'alcool, exercice, quantité de temps que vous regardez la télé, donc vous êtes assis, vous ne faites rien,
tabagisme et régime alimentaire. Comment toutes ces variables environnementales influencent l'IMC? Et ils ont trouvé qu'il l'influence à la hauteur de 14%. Et enfin, ils ont, en intégrant les interactions gène-environnement, ils ont constaté que la seule interaction entre génétique et environnement était une interaction entre génétique et tabagisme qui explique 4% de l'héritabilité, de la variance, de l'IMC. Enfin, ils ont voulu explorer plus généralement l'architecture génétique de l'IMC, toujours en la comparant à celle de la taille, afin d'estimer le nombre de variants génétiques qu'influence l'IMC en fonction de leur taille d'effet. Autrement dit, ils ont pris, concentrons-nous ici, bleu c'est IMC, vert c'est la taille, que ici. Et ils ont vu que 75% de l'héritabilité de l'IMC est due à des mutations qui ont un effet sur l'IMC très faible. En revanche, si on se concentre ici, ils ont vu qu'environ 50% de l'héritabilité de la taille est due à des mutations qui ont un effet moins faible, c'est-à-dire plus fort. Ça, c'est la force avec laquelle les mutations génétiques influencent le phénotype. Des effets forts, moins forts, plus faibles et très faibles. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre deux choses. Ça montre que l'IMC est un trait encore plus polygénique que la taille et que la majeure partie de son héritabilité est attribuée à des mutations à effet très faible, avec l'exception notable des mutations dans le gène FTO. Alors que la taille résulte davantage de l'effet combiné des variants exerçant une influence plus marquée sur le phénotype final, c'est-à-dire être plus grand ou plus petit. Passons maintenant à des interactions gène-environnement dans des cadres d'importance en santé. Dans cette étude, ils ont voulu explorer les interactions entre génétique et statut socio-économique et comment cela va impacter des troubles psychiatriques. Mais prenons un peu de recul avant de passer à ça et voyons ce qu'on savait à l'époque. Des travaux antérieurs avaient déjà parlé, étudié, estimé l'héritabilité génétique des troubles psychiatriques. Et comme vous pouvez voir ici, certains troubles comme le syndrome bipolaire et la schizophrénie montrent une héritabilité d'environ 80%, tandis que d'autres troubles, donc on va plus parler, comme le trouble dépressif majeur et le trouble anxieux généralisé, montrent une héritabilité entre 30 et 40%. Du côté des GWAS, il y a eu aussi plein de GWAS ces dernières 10 années sur syndrome bipolaire, schizophrénie, autisme en pluriel, etc. etc. Et dans cet exemple ici, je vous montre une étude qui a été menée sur un corps de 135 000 cas présentant un trouble de dépression majeure qui ont été comparés à 340 000 témoins. Ils ont identifié, ce faisant, 44 gènes, variants génétiques, qui influencent le risque de dépression majeure, mais ils ont vu aussi que la dépression majeure est également influencée par le niveau d'éducation, la présence concomitante de schizophrénie et l'IMC.
aussi, le poids. Cependant, la plupart des recherches se sont limitées soit à l'étude des risques génétiques sur des troubles mentaux, soit à l'effet des facteurs socio-économiques et socio-psychiques sur les maladies psychiatriques. Mais très peu avaient regardé l'interaction entre les deux. Et c'est ce qu'ils ont fait ici. Ça, c'est une analyse pangénomique d'interaction, donc un GWIS, comme on va voir, sur 4 troubles psychiatriques. L'anxiété, le trouble bipolaire, la dépression et les comportements d'automutilation. Avant de faire le GWIS, que c'est ça, mais on va y revenir, ils ont voulu déjà regarder l'impact du statut socio-économique sur le risque de ces troubles à partir des données de plus de 500 000 individus venant de la fameuse UK Biobank. Le statut socio-économique au Royaume-Uni est mesuré à l'aide d'un indice qui s'appelle le Townsend Deprivation Index, TDI, un indicateur utilisé en épidémiologie pour évaluer l'impact de la privation socio-économique sur la santé. Au Royaume-Uni, en France, il y a d'autres indices avec d'autres facteurs qui sont impliqués, mais au Royaume-Uni, le TDI repose sur 4 critères. Le taux de chômage, l'accès au logement, la surpopulation dans le logement et l'accès à un véhicule. Donc, un TDI élevé reflète une privation socio-économique accrue. Leurs analyses ont montré ici sur 2 cohortes, celle de découverte et après répliquée sur une autre cohorte. On a vu la semaine dernière l'importance de répliquer cela. Ils ont vu que le TDI est associé aux 4 troubles, mais d'une façon beaucoup plus importante chez le trouble bipolaire et d'une façon moins importante mais significative aux troubles d'anxiété généralisée. Ensuite, ils ont passé à l'analyse des GWIS, qui a comme but, comme je vous ai dit déjà, d'identifier des variants génétiques que, en interaction avec l'environnement, ici l'environnement c'est le TDI, vont nous conduire aux 4 troubles psychiatriques. Alors, je vous présente ici juste un des 4 GWIS, parce qu'ils en ont fait un pour chacun des 4 troubles. Et ils ont identifié plusieurs variants génétiques impliqués dans le développement cérébral et neuronal, dont l'interaction avec le statut socio-économique, donc le TDI, est associée à l'automutilation, ici. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Les GWIS sont souvent présentés en forme de Manhattan plot, mais circulaire, au lieu de mettre chromosome 1, 2, 3, comme on a vu toujours comme ça, c'est circulaire. Et en rouge, vous voyez les variants génétiques dont leur interaction avec l'état socio-économique augmente le risque de comportement d'automutilation. Par exemple, que vous voyez en rouge. Oui. Parmi les gènes identifiés, ils ont identifié un gène qui s'appelle CYP1B1 qui présente une interaction significative avec les facteurs socio-économiques. Ce gène, ça c'est assez intéressant, code pour un enzyme du cytochrome P450. C'est hyper connu parce qu'il est impliqué, cet enzyme, dans le métabolisme des médicaments ainsi que dans la synthèse du cholestérol, des stéroïdes et d'autres lipides. Et fait encore plus intéressant, si vous inactivez ce gène chez la souris, ça entraîne un déclin cognitif chez la souris induit par un régime riche en graisse. Donc, vous voyez aussi que même chez la souris, il faut le côté génétique, j'enlève le gène, et le côté environnemental, je lui donne
un régime alimentaire riche en graisse. Donc, les interactions mises en évidence dans cette étude apportent de nouveaux éléments sur l'architecture génétique des troubles psychiatriques et, très important, leur modulation par l'environnement socio-économique. Pourquoi je dis très important? Parce que ces résultats suggèrent que l'amélioration des conditions environnementales pourrait contribuer à réduire la charge de ces maladies. Donc, ça montre qu'il y a de l'espoir dans la vie, si on améliore le système de santé publique. Donc, voyons maintenant une approche alternative pour identifier des interactions gène-environnement. Cette approche s'appelle l'étude des loci de variance de caractère quantitatif, les VQTL. Donc, les VQTL sont des régions du génome qui modulent la variance d'un trait au sein d'une population sans en affecter nécessairement la moyenne. Ça, c'est un VQTL. Ça veut dire quoi? Le génotype influence le trait. Comment? Parce que les bébés, vous voyez qu'il y a une dispersion des valeurs. Il y a plus de variance. Tandis que les AA, il y a beaucoup moins de variance. Donc, un VQTL, c'est un variant génétique associé à la variance, c'est pour ça que ça s'appelle V, du trait. À différence, dans un GWAS classique, de la taille, par exemple, au fond, ce qu'on cherche, c'est les QTL, c'est-à-dire des mutations que plus vous avez de B, plus grand vous allez être. Donc, dans les QTL classiques, il y a une augmentation de la moyenne, mais pas nécessairement de la variance. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que ce qui est intéressant des analyses des VQTL, c'est qu'ils adoptent une perspective complémentaire aux études du GWAS, donc les études d'interaction. Pourquoi? Parce que les études d'interaction dont je viens de vous parler, vous étudiez la dépression, par exemple. Vous étudiez la génétique et l'environnement. Mais quel environnement? Il faut que vous sachiez déjà avant. Il faut que vous ayez des a priori sur les facteurs environnementaux que vous allez étudier et mettre en interaction avec la génétique. Là, avant, c'était quoi? Chômage, surpopulation, etc. Ce que c'est intéressant des VQTL, c'est que permet de chercher l'existence entre des interactions génétiques-environnement sans avoir une connaissance préalable des facteurs environnementaux. C'est-à-dire, vous trouvez ça et vous vous dites, mais enfin, pourquoi le génotype bébé me montre beaucoup plus de variabilité de la taille? Ça veut dire que les individus bébés, même si la moyenne est la même, mais pourquoi certains individus sont plus ici et certains individus plus ici? Et donc ça vous fait dire déjà, là j'ai trouvé une façon où l'environnement modifie la génétique, même si vous ne savez pas encore lequel. Voyons un exemple concret. Donc, ce que c'est intéressant, en général, dans des études, c'est, vous voulez faire une exploration en aveugle. Donc, vous adoptez une analyse de VQTL. Vous ne savez pas les facteurs environnementaux. Et là, si vous trouvez des cas comme ça, vous passez à un GWAS, et là vous faites des a priori sur les facteurs qui pourraient expliquer la variabilité. Donc, voyons un exemple concret. Ici, les chercheurs, ils ont exploité encore une fois la UK Biobank pour identifier des VQTL en analysant les associations entre plus de 5 millions de SNP
et la variabilité de 13 traits quantitatifs, chez plus de 340 000 individus. Parmi ces traits, comme vous pouvez voir ici, figurent la taille, la poids de naissance, la densité minérale osseuse, l'IMC, pourcentage de masse grasse, ainsi que des mesures de performance physiologique, comme la capacité vitale forcée, donc quand vous soufflez en gros, un paramètre clé dans la fonction pulmonaire. Au total, ils ont identifié 75 VQTL dans des situations comme ça, qui affectent la variance de 9 de ces traits. À noter qu'aucun VQTL a été associé par la taille. Mais ils ont, pour des traits liés à l'obésité, tels que l'IMC, le tour de taille et le tour de hanche, 15 VQTL ont été identifiés. Donc ces résultats suggèrent que l'environnement module les effets des variants génétiques sur ces phénotypes. Par exemple, des variants situés dans le fameux gène de l'obésité FTO, bien connu donc pour son implication dans la régulation du poids, sont associés à la variance phénotypique du tour de taille, du tour de hanche, de l'IMC, du pourcentage de masse grasse et du métabolisme de base. Ensuite, ils ont voulu tester si les variants génétiques qu'ils ont identifiés comme en étant VQTL, donc des variants génétiques associés à la variance du trait, pouvaient aussi être associés à la moyenne. Autrement dit, est-ce que les VQTL, dans quelle mesure les VQTL se chevauchent avec des QTL de GWAS, en gros, des mutations génétiques qui vont changer ces traits, la moyenne. Ils ont trouvé que sur les 75 VQTL identifiés, 66 sont également associés à la moyenne. Ça, c'est une façon de représenter ces analyses. Ça ne s'appelle pas un Manhattan plot, c'est un Manhattan sunset, parce qu'il combine deux couleurs. Par exemple, en bleu, en gros, le Manhattan sunset, ce qu'il fait, c'est vous dire, je vais vous identifier dans quelle mesure des mutations associées à la variance du trait, l'IMC, aussi sont associées à la moyenne du trait. Et si j'en trouve, je vais vous mettre la même tour de Manhattan, mais en deux couleurs. Le sunset, c'est parce que ça doit faire une ombre, je ne sais pas pourquoi. Mais en rouge, celles qu'explique la variance du trait, et en bleu, ce qui explique la moyenne. Donc, le cas FTE, toujours, montre le signe plus fort dans cela. Donc, une fois les VQTL ils ont été identifiés, les chercheurs, après, ils ont essayé de déterminer quels facteurs environnementaux, parce que là, on n'a que des VQTL. On sait, comme je vous ai dit avant, que le VQTL vous dit sans aucun a priori des facteurs environnementaux. Ici, il y a un facteur environnemental qui doit influencer. Mais une fois identifiés les 75 VQTL, ils se sont intéressés quels sont les facteurs environnementaux qui pourraient expliquer cela. Et donc, pour ce faire, les SNP les plus fortement associés à chacun des 75 VQTL détectés ont été analysés pour évaluer leur interaction avec 5 facteurs que vous voyez ici en haut. Le sexe, l'âge, l'exercice physique, la quantité de périodes que vous êtes en inactivité et le tabagisme. Et en gros, ce que cette graphique montre, c'est comment, pour chacun de ces mutations, dans différents gènes, est-ce que l'interaction entre ces mutations et ce facteur environnemental interagissent
pour influencer ces traits, ces phénotypes que vous voyez ici. Et un rouge foncé avec un astérisque, c'est quand l'interaction est significative. Qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve différentes mutations dans le gène FTO qui interagissent avec notamment exercice physique et inactivité, mais parfois aussi tabagisme, et affectent l'IMC, le tour de taille, le tour de hanche et le métabolisme de base. Aussi, ils identifient une mutation dans ce gène CCNL1 qui va affecter le pourcentage de graisse corporelle, mais différemment si vous êtes un homme ou une femme. Et dernier exemple, cette mutation dans le gène WNT16 qui va affecter votre densité minérale osseuse différemment dépendant de votre âge. Donc voici des exemples clairs de comment la génétique peut interagir avec différents facteurs environnementaux ou intrinsèques comme l'âge et le sexe pour influencer le phénotype final. Cependant, malgré la taille importante de ces échantillons que je viens de vous montrer, ces études en général restent limitées par un manque de puissance statistique. Comme mentionné précédemment, ce problème découle principalement du nombre élevé de tests statistiques effectués. Et donc, comme vous savez, plus de tests statistiques on fait, plus de chances de trouver des associations au hasard, donc des faux positifs. Et donc, plus les corrections doivent être rigoureuses pour corriger ce grand nombre de textes. Donc, pour atténuer cela, si vous voulez diminuer le nombre de tests effectués, il y a encore, j'ai encore 15 minutes, parce que j'ai commencé en retard, une dernière approche, que c'est ce qu'on appelle les approches post-GWAS. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est juste un GWAS de la lithiase rénale, c'est-à-dire la probabilité d'avoir des calculs rénaux. Et comme toute GWAS, vous voyez les différents tours de Manhattan et les gènes qui ont été associés à la probabilité, le risque d'avoir des calculs rénaux. Mais, si vous voulez, ça c'est un GWAS juste, mais ici on parle des interactions gène-environnement. Si on veut étudier des interactions gène-environnement, une façon de réduire le nombre de tests, c'est vous allez choisir que les gènes qui ont été associés par le GWAS, c'est pour ça que ça s'appelle une étude post-GWAS, et que sur ces 15 gènes, vous allez faire des études d'interaction avec des facteurs environnementaux, que vous avez des bonnes raisons cliniques pour penser qu'ils peuvent affecter l'apparition des calculs rénaux, comme l'alimentation, une hydratation insuffisante ou l'activité physique. Donc, tandis qu'un GWAS explore de nouvelles interactions de manière systématique sur tout le génome, c'est pour ça que ça s'appelle GWAS, genome-wide, ça veut dire pangénomique, ça vous permet d'une façon en aveugle d'explorer. Ça, c'est le pour. Le contre, c'est que vous devez appliquer des corrections statistiques très fortes. Donc, vous devez augmenter encore plus la taille de l'échantillon. Ici, dans les études post-GWAS, l'intérêt, c'est que vous allez approfondir les gènes qui ont été déjà associés par les GWAS et vous allez intégrer la composante environnementale. Prenons un exemple, un vrai exemple. Dans le cadre du cancer colorectal. Alors, le cancer colorectal, il y a eu un grand nombre d'études du type GWAS, c'est-à-dire d'études pour détecter des mutations tout court qui augmentent le risque
de développer le cancer colorectal. Et aujourd'hui, on a plus de 150 gènes qui ont été associés à un risque accru de cette maladie, comme vous pouvez voir ici dans cette Manhattan plot. Cependant, les variants génétiques associés par les GWAS au cancer colorectal continuent à expliquer juste une partie de l'héritabilité du cancer colorectal. Et donc c'est là qu'on peut aller à chercher des interactions gène-environnement. Et c'est ce que cette étude a fait. Cette étude, d'abord, ce qu'il a fait, il a fait un GWAS, un post-GWAS, pardon. Il a dit, au lieu de prendre ces centaines de régions associées au GWAS, ils ont pris que les 10 gènes les plus fortement associés au risque de cancer colorectal. Et leur objectif était de déterminer si ce risque génétique était modulé par 12 facteurs liés au mode de vie, tels que la consommation, l'alimentation, consommation de viande rouge, alcool, fruits, fibres, tabagisme, mais aussi consommation de calcium et de folate alimentaire, ou encore l'utilisation de l'aspirine et d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, analysons d'abord les effets des facteurs environnementaux. Ils ont vu que la consommation, différentes consommations de viande rouge en particulier, augmente considérablement le risque, le odds ratio, le rapport de cote, de cancer colorectal. De même, le tabagisme augmente le risque de cancer colorectal. Ils ont vu que la consommation de fruits et de légumes diminue le risque de cancer colorectal, ainsi que la consommation de folate et l'utilisation d'aspirine et d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ce que c'est intéressant à voir, c'est que c'est la consommation d'alcool. Les petits consommateurs voient leur risque de cancer colorectal réduit. En revanche, et évidemment, les grands consommateurs voient leur risque de cancer colorectal augmenter. Donc peut-être, je dis bien peut-être, ce que souvent on entend dire de un verre de vin par jour pourrait être vrai. Mais, disclosure, je ne suis pas médecin, donc il ne faut pas m'écouter. Donc, en termes d'interaction, gène-environnement, ils en ont trouvé une, et une seule, sur le chromosome 8, à proximité de ces deux gènes. Ils ont vu comment l'interaction entre des variants génétiques dans ces gènes et la consommation de légumes diminue le risque considérablement le risque de cancer colorectal. Toutefois, donc, ce que c'est intéressant de cette étude, c'est qu'il suggère que, en tout cas pour le risque de cancer colorectal, et en tout cas pour les seuls 10 gènes qu'ils ont étudiés, et avec la puissance statistique qu'ils ont, qu'elle n'est pas superbe, l'effet de l'environnement sur le contrôle génétique du cancer colorectal, il est modéré ici. Tandis que l'environnement tout court a un effet important, les interactions sont négligeables. Donc, toutefois, les études post-GWAS se concentrent que sur des gènes qui sont très significatives et peuvent surestimer certaines interactions gène-environnement et peuvent surtout en négliger d'autres. Parce que je vous rappelle qu'un GWAS, c'est un QTL qui affecte la moyenne. Mais il peut avoir des VQTL. Le VQTL, on a vu qu'il n'affecte pas la moyenne, affecte la variance juste. Donc tout ça, on va le rater. Et toute cette histoire pour vous dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans le cadre de l'étude
des interactions gènes-environnement. Déjà, nous pouvons observer ici l'augmentation considérable, comme on a vu il y a quelques semaines pour les GWAS, la semaine dernière d'ailleurs, qu'ils augmentaient beaucoup au cours année par année. Ça, c'est pour les GWIS, dans les études pangénomiques d'interaction. Vous voyez que les études, ils ont énormément augmenté dans les dernières 10 ans, et les participants aussi, que le nombre d'associations, donc d'interactions gène-environnement identifiées a augmenté énormément, et donc le nombre de duplications heures. Mais ici, il y a un problème majeur qui arrive beaucoup moins dans le monde de la génétique des maladies complexes, c'est-à-dire les GWAS tout court. Si vous regardez ici, ça c'est le nombre d'études par année. En bleu foncé, en vert foncé, c'est le nombre d'études qu'ils ne publient pas leurs données brutes. Ça veut dire que toute la communauté scientifique, on est privé de ces données, on ne peut pas les réutiliser et faire des études de méta-analyse, comme je vous ai raconté la semaine dernière, ce qui montre que les études des GWIS ne suivent pas les principes que s'appellent FAIR Principles, que c'est, j'ai oublié ce que ça veut dire, je sais ce que ça veut dire en français, en anglais, mais c'est FIR, ça veut dire accessibilité, plein de choses. En gros, c'est les principes de la science ouverte, que tout le monde puisse bénéficier de ce type de travaux, dont beaucoup sont payés par des fonds publics. Oui. Alors, et une autre chose importante, c'est aussi que ça c'est le nombre de GWIS par année, d'études d'interaction, le nombre de participants, vous voyez qu'on est à des tailles extrêmement importantes, mais en couleur, vous avez l'origine ethnique ou géographique des individus. Pire que pour les études de GWAS, que c'était environ 78%. 87% de toutes les études, bon, vous pouvez le voir déjà ici, sont faites sur des participants d'origine européenne. Donc, pour conclure, quels sont les défis? Il y a plusieurs défis méthodologiques et conceptuels liés, entre autres, à la puissance statistique, à la qualité et à la précision des mesures des expositions environnementales, aux facteurs de confusion propres à chaque étude, à la structure génétique des populations étudiées, ainsi qu'à la compréhension des mécanismes moléculaires et cellulaires sous-jacentes à ces interactions gène-environnement. Voici quelques pistes non exhaustives permettant de mieux appréhender l'étude de ces interactions et leur impact sur la santé humaine. D'abord, il faut augmenter la diversité. Et par diversité, ce n'est pas juste un mot sympathique à dire en public, je veux dire la diversité génétique des individus qui participent à ces études, mais aussi la diversité environnementale de ces participants. Ce n'est pas la même chose d'habiter à Paris qu'habiter dans la forêt amazonienne, j'imagine, qu'il y a énormément de différences, c'est évident. Donc, différentes expositions pathogènes, différents types d'activités physiques, alimentation, etc. Une fois on comprend un peu plus les bases génétiques des maladies complexes et leur interaction avec l'environnement, on peut passer à comprendre les effets moléculaires de ça. Pourquoi telle mutation associée à que vous mangez beaucoup de légumes vous réduit le risque de cancer colorectal? Donc, étudions l'impact de ces mutations. Et comment on fait ça? On utilise des mutations de nos cellules. On prend les cellules de nous tous ici. Nous, ça, on le fait dans le laboratoire. On les met dans des plaques. Et ces plaques, par exemple, on les expose au virus de la grippe. Donc, j'ai toute votre diversité génétique ici, que je vais comparer avant l'exposition au virus de la grippe et après l'exposition au virus de la grippe.
Et je vais regarder après comment ça impacte l'expression génique, les marqueurs épigénétiques, et on va pouvoir comprendre donc les mécanismes moléculaires et cellulaires de comment vos mutations impactent certains phénotypes. Et enfin, dans les prochaines années aussi, on pourrait, et ça c'est une des choses qui me tient à cœur, n'oubliez pas que ma chaire s'appelle Génomique humaine et évolution, c'est comprendre pourquoi certaines maladies, ici en bleu, sont plus présentes dans une population que dans l'autre. C'est que dû au hasard, ce qu'on appelle la dérive génétique, c'est dû à un environnement qui change beaucoup, c'est dû à la génétique de cette mutation, de cette population, ou en combinaison de tout ça, y compris l'action de la sélection naturelle. Ce sont des choses qu'on va voir dans les prochaines années. Et pour finir, comme vous savez, comme vous savez, non, vous ne le savez pas, l'année prochaine, c'est ma 7e année, donc on a une année de décharge, donc je me repose, je vais faire plus de recherches, mais je voulais déjà, pour vous allécher un peu, si je peux dire, un aperçu des cours à venir dans les prochaines années. Rien n'est décidé, vous pouvez toujours m'envoyer un email, ça sera avec grand plaisir, peut-être ma réponse, ça sera non, mais vous pouvez me proposer, j'adorerais que vous parliez de ça. Vous êtes là, vous êtes mon public, pour la plupart de vous fidèles depuis des années, vous ne savez pas à quel point ça me touche que vous soyez là, c'est vraiment le moteur pour qu'on soit motivé et on essaye de donner, en tout cas au mieux, des bons cours. Donc, dans les prochaines années, j'aimerais aborder ces sujets, en particulier celui que je viens de vous parler, probablement sera un des premiers, comment la génétique, l'environnement affectent des phénotypes moléculaires, c'est-à-dire l'expression génique, les marqueurs épigénétiques. Mais aussi, j'aimerais qu'on aille au-delà des humains et on puisse étudier la génomique d'autres primates non humains pour comprendre leur évolution, mais aussi des modèles de certaines maladies. J'aimerais aussi qu'on parle de la paléogénomique, mais dans le cadre de la médecine. Ça, on ne l'a pas fait. Comment l'étude de l'ADN extrait des fossiles du passé nous renseigne sur des problèmes de santé actuels. Et enfin, j'aimerais parler de métissage biologique et métissage culturel, origine et évolution des, et j'avais envie d'ajouter ici, nouvelles populations humaines. On se métisse culturellement aussi, mais aussi biologiquement, génétiquement. Comment ça va évoluer, ces nouvelles populations? Donc, un grand merci à vous tous, vraiment.